Erreur, soupçon, manipulation, faut-il ou pas remettre en cause les chiffres, les indicateurs et les statistiques? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Jean-Marc, c'est une réalité, les chiffres sont de plus en plus accusés, suspectés d'être traficotés, manipulés ou au mieux de mal mesurer le ressenti des gens. Oui. On ne va pas le nier. Oui, il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est là que ça se passe de la manière la plus spectaculaire pour l'instant. Donald Trump, vous l'avez mentionné, il remet en cause sans arrêt les indicateurs. Il y a quelques mois, il avait viré carrément la responsable du service des statistiques de l'emploi aux États-Unis parce que ces chiffres ne lui plaisaient pas. Et puis on apprenait là tout récemment que l'Institut de sondage Gallup allait arrêter d'évaluer la popularité du président des États-Unis, qui est une enquête qui était faite depuis 1935, ça avait commencé avec Franklin Roosevelt, et donc ils ont décidé d'arrêter. Alors ils expliquent que c'est pour des raisons commerciales, c'était un sondage qui coûtait cher, et puis eux ils se ressentent plutôt sur les analyses, et donc ils arrêtent cette enquête, mais il y a également évidemment des soupçons de pression de Donald Trump, dont la cote de popularité dans ce sondage était particulièrement médiocre. Donc il y a des soupçons de manipulation, et ces soupçons sont de plus en plus développés. C'est pas nouveau, on doute depuis très longtemps des statistiques chinoises, et les économistes occidentaux passent leur temps à essayer de corriger ça avec les chiffres ils corrigent les chiffres du PIB avec les chiffres de l'électricité qui sont a priori plus solides, mais c'est difficile tout de même, etc. Donc en Chine, il y a souvent des interrogations sur la qualité des statistiques chinoises qui en plus sont publiées très très vite, et on sait que c'est pas possible d'avoir toutes les informations pour élaborer le chiffre qui est publié quelques jours après la fin de l'année, par exemple, pour une année concernée. Donc soupçons pour la Chine, mais les soupçons se renforcent aux États-Unis, et de façon générale, on voit bien aussi en Europe qu'il y a un doute croissant vis-à-vis de ce que reflètent réellement ces statistiques. Mais d'ailleurs, l'économiste Jean-Marc Toiti, qui était à votre place il y a quelques jours ou semaines, je lui parlais de la croissance française 2025, les 1%, il me dit « Oh, c'est pas ça le vrai chiffre ». Les chiffres de croissance, alors il faut bien savoir aussi que ces chiffres sont des chiffres qui sont compliqués à élaborer, qui dépendent de toute une série de conventions dont on peut discuter, et que ça met du temps à être calculé. Les chiffres sont souvent révisés. Ils sont révisés, c'est tout à fait normal dans le processus de production statistique, sauf que les révisions, elles sont parfois très importantes. Par exemple. En 2023, on l'a eu, ça. Oui, en 2023, la croissance française. L'INSEE avait sorti initialement un mois après la fin de l'année 2023, début 2024, ils avaient dit que ça a été 0,9%, et puis le chiffre a été petit à petit rehaussé, et c'est 1,4%. Entre 0,9 et 1,4, ça fait un chiffre qui a été rehaussé de moitié. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles ces chiffres sont révisés, des raisons qui sont tout à fait respectables, mais on a des oscillations on a l'impression qu'il y a des oscillations de plus en plus fortes entre les premières estimations et les résultats finaux. Et notamment aux États-Unis. Moi, j'ai été choqué par, c'est le Bureau du travail, je ne sais pas l'équivalent aux États-Unis, qui au final, sur l'année 2024-2025, a réduit l'emploi d'un peu moins d'1 million. Mais c'est énorme aux États-Unis. C'est tout à fait énorme. Et donc, là encore, c'est une révision tout à fait importante et qui vient d'hypothèses qui se sont révélées fausses parce que les comportements ont changé plus vite que ça n'avait été anticipé. Et donc ça, on le voit dans toute une série de domaines. Donc là, c'est la population et notamment des points démographiques qui ont provoqué cet ajustement brutal. Mais on l'a aussi en France. Récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une polémique sur ce que rapportait l'impôt sur les sociétés parce que Bercy n'arrivait plus à prévoir. Ça avait fait une énorme erreur sur ce qu'allait rapporter. Sur la TVA. D'abord, l'an dernier, c'était sur l'impôt sur les sociétés. Il manquait 15 milliards par rapport à ce qui a été prévu, excusez du peu. Et là, c'était plus récemment, milliards de la TVA. Donc il y a une enquête pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'était planté, pourquoi est-ce que dans le mauvais sens. On s'était planté à ce point. Et la raison de fond, c'est des changements de comportement qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus importants et qui sont Qu'est-ce qui s'est passé, sur les 26 milliards d'euros de TVA sous-estimés par Bercy ?
Donc, alors il y avait une petite partie, mais dont on a beaucoup parlé, qui est les petits colis, qui ont beaucoup progressé, les petits colis qui ne sont pas soumis ou qui n'étaient pas soumis à TVA. Et donc, voilà, comme ils se sont beaucoup développés, ça a remplacé d'autres marchandises qui étaient taxées à la TVA. Donc, c'était une petite partie. Mais une autre partie, c'est des changements dans les choix de consommation. Vous savez, on a 4 taux de TVA en France. On a un taux à 20%, un autre à 10%, un autre à 5,5%, un autre à 2,1%. Et quand vous avez des produits, selon la façon dont vous l'achetez, vous pouvez être taxé à 20% ou moins. Et donc, il suffit que les gens changent de comportement pour qu'il y ait plus ou, ces dernières années, moins de TVA. Il y a aussi un autre point, c'est que les gens ont acheté plus de vêtements d'occasion, par exemple. C'est la montée en puissance de Vinted. Vinted, il n'y a pas de TVA. Alors, on peut dire, c'est embêtant pour l'État. On peut dire c'est peut-être meilleur pour la planète parce que c'est des habits les habits pour bébés qui sont portés 2 fois, qui soient portés 5 fois au lieu de 2, c'est sans doute un vrai progrès pour la planète. Mais évidemment, ça fait des recettes fiscales en moins. Et donc, ça fait des chiffres, encore une fois, qui deviennent de plus en plus difficiles à évaluer. Donc, chiffre qui a perdu de sa splendeur, le chiffre qui a perdu un peu de son autorité. Encore une fois, pourquoi les soupçons? Est-ce qu'on se dit c'est la faute des réseaux sociaux, les gens sont méfiants? Après, les gens ont le droit de moins se reconnaître dans une moyenne statistique. Et puis c'est vrai qu'on a en toile de fond un Trump qui passe son temps aussi, même si c'est aux États-Unis, à remettre en cause tous les chiffres qui ne lui conviennent pas. Alors il y a des évolutions que vous avez évoquées. Il y a Donald Trump. Il y a des problèmes de confiance, clairement, qu'on voit qui se développent de manière très très générale. Il y a aussi le fait que, sans doute, les moyennes sont de moins en moins représentatives. On y est. Le concept d'homme moyen, ça avait été développé il y a 2 siècles par un Belge qui s'appelait Adolphe Quetelet, qui avait commencé à mesurer les gens. Et puis il avait vu que ça faisait une magnifique courbe comme ça, qu'on appelle une courbe de Gauss. Voilà, la courbe de Gauss. Et donc, à l'époque d'Adolphe Quetelet, l'homme moyen mesurait 1,62 m. Alors sur les tailles, ça n'a pas beaucoup varié, on a toujours la courbe de Gauss, mais sur plein de comportements économiques et qu'on voit qui sont résumés dans les indicateurs macroéconomiques, les comportements deviennent de plus en plus variés, de plus en plus différents. Avant, vous aviez un certain niveau de revenu, vous faisiez un certain métier, il était très probable que vous ayez pratiquement la même structure de consommation que la personne à côté qui avait le même revenu et le même type d'activité. Aujourd'hui, à revenu égal, à activité égale, à milieu socio-professionnel égal, vous pouvez avoir des comportements qui sont complètement différents. Et donc, quand vous donnez une moyenne, les gens s'y reconnaissent de moins en moins. Et quand les gens se reconnaissent moins dans les chiffres, ils se disent évidemment, est-ce que ce chiffre veut vraiment dire quelque chose? Puisqu'il y a de moins en moins de gens qui se disent ce chiffre-là, ça représente à peu près ce que je vis moi. Et donc, du fait d'une société qui devient de plus en plus diverse, de plus en plus fragmentée aussi, les gens se reconnaissent de moins en moins dans des statistiques qui sont des statistiques de moyenne. Alors, les statisticiens essaient de contrer ça en présentant des chiffres par niveau de revenu, par exemple, ou des cas types. Mais c'est beaucoup plus difficile à expliquer, c'est beaucoup plus difficile à faire passer au grand public. Nous, on le vit en tant que journaliste, évidemment. Quand il faut raconter 10 chiffres au lieu d'un seul, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, les gens se reconnaissent moins dans les chiffres et les remettent davantage en cause. Après, il y a beaucoup de statistiques qui sont fondées sur des sondages auprès des enquêtes, pas des sondages, mais aussi un peu la même chose, auprès des gens. Est-ce que ces enquêtes sont de moins bonne qualité aujourd'hui? Oui, parce que les gens font moins confiance. Alors la première chose, c'est qu'ils répondent moins. Ouais. Voilà. Et quand vous répondez moins, vous êtes obligé de corriger davantage quand vous êtes un sondeur. Mais sondeur, ça peut être, on pense à un institut de sondage comme Ipsos, mais on peut penser aussi. L'INSEE fait aussi énormément d'enquêtes par sondage. Le taux de chômage, il est calculé à partir d'un sondage. Il y a des données tout à fait précieuses sur le logement qui sont aussi calculées à partir de sondages. L'indicateur PMI dont vous devez parfois parler ici, c'est un sondage. Tous ces voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé dans la façon de... Donc, les gens font moins confiance, donc ils répondent moins. Ouais. Avant, les gens étaient interrogés en face à face avec un enquêteur, et donc ils répondaient plus qu'au téléphone. Et quand ils sont interrogés au téléphone, ils répondent
ils répondent plus que par Internet, donc ça fait moins de taux de réponse. Il y a des chutes de taux de réponse, c'est mesuré, et ça baisse de manière tout à fait significative. Donc, et en plus, les gens qui répondent, quand vous avez 90 ou 95% des gens qui répondent, vous avez en gros à peu près quelque chose qui peut représenter l'ensemble de la population. Quand vous avez 50% qui répondent, ou 20% parfois, comme dans certaines enquêtes sur l'emploi justement au Royaume-Uni, ben, les 20%, il est peu probable qu'ils soient représentatifs de l'ensemble de la population. Il y a des gens qui sont dans des situations d'emploi compliquées, par exemple, qui peuvent avoir moins envie de répondre que ceux qui sont dans des situations faciles. Et donc, ça fausse complètement les chiffres. Cet effritement de la confiance dans les statistiques, ça s'entretient parce que du coup les gens répondent moins et du coup on a des réponses qui sont moins significatives et donc des statistiques de moins bonne qualité qui affectent la confiance encore dans ces chiffres. Donc on se dit quoi en conclusion? Parce que c'est passionnant comme sujet et puis c'est totalement dans l'actualité. D'un côté on se dit les statistiques représentent de moins en moins ce que les gens ressentent. Parfois elles sont manipulées, remises en cause. Et en même temps, on en a besoin pour piloter. Il faut bien avoir des chiffres pour piloter une entreprise, un État, une économie. Vous savez pourquoi on a commencé à calculer les chiffres du PIB, pour les impôts. Oui, ça a commencé il y a plus de 3 siècles, c'était pour les impôts. Bah oui. Et on a besoin, l'État, il a besoin de savoir quelle est la masse de revenus qu'il peut taxer pour la taxer raisonnablement. Et donc, oui, d'un côté, on a besoin absolument de ces statistiques pour piloter une politique économique. De l'autre côté, ces chiffres sont de plus en plus fragiles. Alors on voit la tentation qu'il y a dans un pays comme les États-Unis, de Donald Trump. On a l'impression qu'il aimerait bien faire valdinguer tout ça et gouverner sans chiffres. Ça paraît tout de même assez difficile et on ne voit pas bien comment tout ça va pouvoir se réconcilier. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci David.